Leçon d'amour à travers les épreuves. Pendant longtemps, j'ai nourri l'ardent espoir de conquérir le cœur de quelqu'un par ma détermination et mon insatiable désir. Pourtant, avec le temps, la réalité implacable m'a enseigné une leçon précieuse. L'amour, tel un papillon insaisissable, ne peut être contraint. Dans le méandre de cette douloureuse désillusion amoureuse, une vérité m'a éclairé, m'offrant la liberté d'être enfin moi-même et de trouver cet amour qui m'est réservé. Mais ce voyage n'a pas été une simple quête romantique. Il s'est transformé en une aventure d'autodécouverte, une exploration émotionnelle qui a façonné ma vision de l'amour et de la vie. Je vous invite à partager ce voyage au cœur de mes émotions, où la douleur a tracé le chemin vers une découverte profonde, une histoire d'amour et d'authenticité. Au sein de notre famille, nous ne sommes que 2 enfants, mon grand frère et moi, Mélissa. Ma mère entretenait une amitié profonde et indéfectible avec une amie de longue date, une amitié forgée dès leurs années de collège et qui avait survécu aux aléas du temps et du mariage. Cette amie spéciale était devenue une partie intégrante de notre univers familial. Cette amie avait un fils, Cédric. Il avait 2 ans de plus que moi. Dès notre plus jeune âge, nos mères partageaient le rêve que Cédric et moi puissions un jour être unis, scellant ainsi un lien encore plus étroit entre nos familles. Cet espoir imprégnait nos rencontres régulières du week-end, lors desquelles nos 2 familles se réunissaient, offrant à Cédric et à moi l'opportunité précieuse de jouer ensemble, tout en nourrissant secrètement le doux espoir d'un avenir prometteur. À mesure que nous grandissions, entamant notre tumultueuse adolescence, Cédric et moi, nous nous percevions simplement comme de bons amis, et cette réciprocité d'amitié était une évidence partagée. Cependant, nos parents n'avaient de cesse de nous rappeler leurs vœux ardents, de nous voir ensemble, comme si cela était inévitable. À l'âge de 16 ans, lorsque j'ai fait la rencontre de mon tout premier petit ami, ma mère a tout tenté pour me faire reconsidérer notre relation. De son côté, Cédric était lui aussi étroitement surveillé par sa propre mère. Nos 2 mères avaient fait de leur mieux pour tisser les fils de notre destinée amoureuse. Mais il était clair que l'émotion que nous ressentions l'un pour l'autre ne pouvait être contrainte au-delà de notre amitié sincère. Lorsque Cédric a quitté la ville pour rejoindre l'université, il est tombé amoureux d'une fille qui est devenue sa petite amie. Cela a marqué le début de la fin des tentatives désespérées de nos mères pour nous rapprocher. Plus tard, quand mon tour est venu, je suis partie suivre une formation d'infirmière dans un institut de formation éloigné. Nos vies ont alors repris des chemins différents. Les occasions de nous retrouver étaient devenues rares. Nos repas en famille ne résonnaient plus de nos rires complices. Pour ma part, je n'avais pas de petite amie, préférant me concentrer intensément sur mes études. L'éloignement entre Cédric et moi s'était ainsi ancré, laissant place à un mélange d'émotions et de nostalgie. Lorsque la petite amie de Cédric l'a quitté, le laissant dans un abîme de chagrin, il a pris la décision déchirante de mettre fin à ses études pour se lancer à la recherche d'un emploi. Quant à moi, une fois mes études en soins infirmiers achevées, je suis rentrée chez moi, où mes parents avaient organisé un repas en mon honneur. C'est à ce moment précis que j'ai eu l'occasion de revoir Cédric après 3 longues années de séparation. Lors de ce repas, nos parents ne cessaient de faire des allusions sur notre compatibilité évidente. Lui, grand et charismatique, et moi, belle et séduisante, selon leur jugement. Peu à peu, Cédric a commencé à se montrer de plus en plus présent dans ma vie, parfois venant m'attendre devant la clinique où je travaillais. Progressivement, l'amitié que j'avais autrefois pour Cédric a évolué, se transformant en amour passionné, et nous avons entamé une relation amoureuse. Nos parents étaient comblés de joie et ne cessaient de nous encourager à franchir la prochaine étape en nous mariant. Quelques mois plus tard, c'est exactement ce que nous avons fait, scellant notre amour dans le mariage, une union célébrée dans une ambiance empreinte d'émotion et de bonheur. Après notre mariage, Cédric a décroché un emploi dans une ville éloignée et par amour, j'ai fait le choix de le suivre. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai senti le poids de son regard sur moi. Intriguée et quelque peu inquiète de cette attention insistante, je n'ai pu m'empêcher de lui demander pourquoi il me scrutait ainsi. Avec une sincérité troublante, il m'a avoué qu'il me trouvait moins attirante qu'auparavant, qu'une fois mariée, je ne suscitais plus en lui le même désir qu'autrefois. Malgré ses efforts pour me rassurer, en me disant que c'était peut-être simplement une impression passagère, ses paroles ont été comme une piqûre venimeuse dans mon cœur. Cédric était mon premier amour, et mes sentiments pour lui étaient profonds et inébranlables. Sa confession m'a douloureusement blessée, même si je gardais le silence, car je ne voulais pas compromettre notre mariage naissant. Les jours qui ont suivi
Je me suis torturé l'esprit, incapable d'effacer les mots qu'il avait prononcés, ressentant une peine silencieuse qui m'envahissait. Quelques semaines plus tard, alors que nous déambulions dans un parc, le poids de la question me brûlait les lèvres. J'ai finalement trouvé le courage de demander à Cédric pourquoi il semblait avoir perdu de son désir pour moi. Je me demandais pourquoi il avait accepté de m'épouser s'il n'éprouvait pas un amour sincère pour moi. Ses yeux ont alors reflété un mélange de douleur et de regret lorsqu'il a partagé son fardeau. Il m'a révélé que suite à la rupture avec son ex-petite amie, il avait envisagé de rencontrer d'autres femmes. Cependant, sa mère avait insisté, lui affirmant qu'aucune autre femme ne pourrait le rendre aussi heureux que moi et que les autres risquaient également de le quitter. C'est ainsi qu'il avait commencé à me courtiser, à m'entraîner dans cette relation. Il m'a confessé que son consentement au mariage était principalement motivé par le désir de satisfaire nos familles et de les voir rayonner de bonheur. Cette révélation a été comme un coup brutal dans mon cœur, le déchirant en 1000 morceaux. Dans un élan d'émotion intense, je partageais avec lui que de mon côté, je m'étais engagée dans ce mariage par amour sincère, que mes sentiments à son égard étaient profonds et authentiques. Ces paroles avaient eu l'effet d'un coup de poignard, me laissant meurtrie et désemparée. Je lui ai rappelé que nous étions désormais mariés, que notre lien était sacré et que de telles paroles blessantes ne devraient jamais être prononcées. Il a alors cherché à être honnête, expliquant qu'il ne pouvait pas garantir notre avenir ensemble. Il m'a avoué que j'étais une personne exceptionnelle, mais son amour pour moi n'était pas total et qu'il ne pouvait pas contraindre les sentiments. Une boule d'émotion s'est formée dans ma gorge alors qu'il énonçait ces paroles. Finalement, il a proposé de nous donner une chance, vivre ensemble pour voir comment notre relation évoluerait. C'était un ultime espoir, une tentative de préserver ce qui restait de notre amour. Puis, il a évoqué la possibilité douloureuse de nous séparer si notre lien venait à se briser. Un geste que nous devrions à regret annoncer à nos familles. Les larmes embuant mes yeux, je n'ai pu m'empêcher de lui poser la question douloureuse. Pourquoi n'avait-il pas eu le courage de m'avouer la vérité avant notre mariage? Mon cœur était lourd de regrets, et j'ai ajouté que si j'avais su, jamais je ne me serais engagée dans cette union. Je lui ai ensuite exprimé, avec une résolution teintée d'émotion, que maintenant que nous étions mariés, je ne concevais pas le divorce. J'avais fait le serment solennel d'avoir un seul mariage, qui serait pour toute la vie, quelles que soient les épreuves. Cédric a tenté de me convaincre, de trouver un terrain d'entente, mais j'ai décidé que je ne voulais plus discuter de la situation. Le cœur lourd, je me suis levée et suis partie, le laissant seul, perdu dans la tourmente de nos émotions et de nos décisions. Depuis ces révélations déchirantes, j'ai pris la décision de tout mettre en œuvre pour sauver notre mariage, déterminée à montrer à Cédric que j'étais la femme qui lui était destinée. Mon désir ardent était de conquérir son amour, peu importe le prix à payer. Je me suis tournée vers mes amis et mes collègues pour recueillir leurs précieux conseils sur la manière de devenir la meilleure épouse possible. J'ai entrepris des cours de cuisine, consignant soigneusement toutes les préférences culinaires de Cédric pour lui préparer ses plats favoris à la maison. Petit à petit, il a commencé à me faire des compliments, ce qui m'apportait un peu de réconfort. J'ai pris en charge la majorité des tâches ménagères, ne lui laissant que le soin occasionnel de passer l'aspirateur. Notre vie de couple semblait retrouver son harmonie. Au bout d'un an de mariage, j'ai abordé le sujet délicat de la parentalité, exprimant mon désir d'avoir un enfant. Cependant, Cédric a refusé, souhaitant attendre encore 5 ans. Cette décision a suscité en moi un tourbillon d'émotions, car je désirais ardemment devenir mère. Cédric, conscient de mes aspirations, a commencé à se montrer méfiant et à surveiller attentivement mes cycles, choisissant de dormir parfois sur le canapé. Malgré tous mes efforts déployés pour conquérir son amour, il restait distant, et l'idée de vivre sans lui devenait inimaginable pour moi. J'étais convaincue que la vie perdait tout son sens si jamais il me quittait, et cette idée me terrifiait au plus profond de mon être, au point de croire que je pourrais être capable de mettre fin à ma vie. Je me suis enfoncée dans une profonde dépression, perdant tout appétit et tout goût pour la vie. C'est alors qu'une amie, voyant mon état alarmant, a osé exprimer son inquiétude à Cédric, lui suggérant de prendre soin de moi. Cependant, Cédric a répondu qu'il ne pouvait rien faire de plus, qu'il avait déjà clarifié les choses avec moi et que si je choisissais de me faire du mal, cela ne dépendait plus de lui. Ces mots ont été comme un coup de poignard supplémentaire, me laissant dans un abîme de souffrance et de solitude. Un soir, Cédric m'a fait part de sa décision inévitable, la séparation.
et m'a expliqué qu'il était temps que j'accepte qu'il ne puisse jamais m'aimer de la manière que je méritais et qu'il ne fallait pas craindre de devenir une femme divorcée et que nous devions chercher chacun notre propre chemin avec d'autres personnes. Mes émotions étaient en ébullition. Je me suis effondrée, le suppliant de nous offrir une dernière chance. Cependant, sa réponse m'a plongé encore plus profondément dans le désarroi et m'a averti que si je continuais à le retenir, il pourrait être tenté de rencontrer d'autres femmes en secret. La détresse m'a submergée et je me suis sentie totalement perdue. Mon amour pour Cédric était si profond que l'idée de le laisser partir m'était tout bonnement insupportable. Perdue et cherchant un éclairage dans l'obscurité de ma situation, j'ai pris la décision de me confier à ma tante, une femme divorcée depuis plusieurs années qui semblait avoir retrouvé le bonheur en restant seule. À mes yeux, elle était la personne la plus apte à comprendre mes tourments. Tremblante, j'ai composé son numéro, la gorge serrée par l'émotion, et je lui ai partagé tout ce qui me rongeait à propos de Cédric. Ma tante a alors posé une question cruciale, si mes parents étaient au courant de la situation. J'ai secoué la tête, expliquant que mes parents ne comprendraient pas, que c'était une discussion que je ne pouvais pas avoir avec eux. Dans une voix lourde de tristesse, j'ai continué, les mots sortant avec peine. Ma tante, parmi toutes les personnes que je connais, tu es la seule qui a vécu un divorce et qui a choisi de rester célibataire. C'est pour cela que je me tourne vers toi aujourd'hui, car je suis totalement désemparée. Cédric m'a révélé qu'il ne m'aimait pas, qu'il n'a prolongé notre relation que pour me laisser le temps de me préparer à le laisser partir. Sa présence à mes côtés n'est motivée que par le désir de préserver nos familles de tout conflit. Il souhaite que nous soyons tous les deux d'accord avant de leur annoncer la terrible nouvelle. Ma tante, j'aime Cédric de tout mon cœur, mais notre vie ensemble ressemble de plus en plus à une colocation. Cette situation me tourmente, au point où je ne souhaite plus vivre. Je ne veux pas être une femme divorcée, ma tante. Après une profonde inspiration, ma tante m'a délivré ces mots, empreints de sagesse et de réconfort. Écoute, Mélissa, pourquoi redoutes-tu tant de devenir une femme divorcée? Si toutes les femmes avaient les mêmes craintes que toi, elles auraient déjà toutes disparu, ne restant aucune femme divorcée. Regarde autour de toi. Nous sommes nombreuses à avoir traversé cette épreuve. Et pourtant, nous vivons, nous sommes heureuses. La vie est précieuse. Pourquoi songer à la mort? Tu sais, Mélissa, personne ne souhaite divorcer. Mais quand on se retrouve plongé dans les ténèbres au sein de notre propre relation, il est parfois préférable de vivre seul, sans mari. Pour toi, que préfères-tu? Vivre dans l'obscurité ou vivre sans mari? Personnellement, je souffrirais bien plus de vivre dans l'obscurité que de vivre seul. J'ai répondu avec un mélange de douleur et d'angoisse. Ma tante, je l'aime tellement, Cédric. Sans lui, je crains de ne pas savoir comment continuer à vivre. Si jamais il me quitte, j'ai peur que plus personne ne porte d'intérêt à moi, que je ne trouve personne d'autre pour m'aimer, que je reste seule. Ma tante a alors répliqué avec une assurance réconfortante. Quel est le problème à être seule? Même si tu ne retrouves personne d'autre, qui t'empêche de vivre pleinement ta vie? De nos jours, tu n'as pas besoin d'un homme pour trouver le bonheur. Tu sais, tu as de la chance que Cédric te propose cette issue maintenant, car tu es encore jeune. Pense à celles qui, après 20 ou 30 ans de mariage, découvrent que leur mari ne les aime pas. Il leur est bien plus difficile de refaire leur vie, en raison de leurs enfants et de leur âge. Toi, tu es encore jeune, tu as l'opportunité de recommencer. Sache que même si tu souffres, Cédric souffre autant que toi. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas chercher à le contraindre à t'aimer. En insistant, tu te condamnes à souffrir. Une personne qui ne t'aime pas ne te verra pas, peu importe les efforts que tu déploies, alors qu'une personne qui t'aime sincèrement t'aimera sans que tu aies à faire quoi que ce soit pour elle. Mélissa, tu es belle et jeune. Il est temps de penser à toi, de vivre pour toi. N'essaie pas de te changer pour les autres. Reste toi-même. Lorsqu'une personne t'aimera pour ce que tu es, tu sauras que c'est ton âme sœur. L'amour ne peut pas être forcé. Alors n'en veux pas à Cédric et divorce de lui. Je serai à tes côtés, même si tes parents ne sont pas d'accord. Je t'aiderai à leur expliquer. N'oublie jamais, aucune personne ne mérite que tu sacrifies ta vie. J'ai alors posé à ma tante la question qui me taraudait. Pourquoi n'avait-elle jamais choisi de se remarier? Elle m'a confié d'une voix empreinte de réflexion et d'émotion. Ce n'est pas parce que personne ne voulait de moi, Mélissa. J'ai eu de nombreux prétendants, mais tu vois, je savais qu'ils ne pourraient jamais m'aimer pleinement à cause de mes enfants.
C'est pourquoi j'ai fait le choix de vivre seule avec eux. Les débuts n'ont pas été faciles, mais une fois que je me suis habituée et que j'ai gagné en indépendance, je n'ai plus eu besoin de personne. Tu sais, dans notre existence, nous venons au monde seuls, et à la fin de notre vie, nous repartons seuls. Personne ne vient accompagner, à l'exception des jumeaux ou des triplés. Après cette conversation avec ma tante, mon cœur avait retrouvé un peu de sérénité. Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que ma tante avait raison. Si Cédric ne m'aimait pas, il n'était pas juste de le retenir, de le condamner à une vie avec moi, une vie de souffrance pour nous deux. Alors un soir, j'ai enfin trouvé le courage de dire à Cédric que s'il n'avait vraiment aucun sentiment à mon égard, alors j'étais prête à entamer la procédure de divorce. Cédric m'a alors révélé qu'il attendait secrètement ce moment depuis longtemps, estimant que nous étions encore jeunes et que nous pouvions reconstruire nos vies. Il a admis que notre mariage avait été une erreur, précipitée par la pression de nos parents. Il m'a alors confié qu'il espérait que je ne lui en voulais pas. Je lui ai répondu, le cœur lourd de tristesse, mais empli de résilience. Peu importe si je t'en veux ou non. À présent, je dois penser à moi-même. Je sais que cela va être difficile, que je vais souffrir, mais je surmonterai cette épreuve. Nous avons alors pris la décision de divorcer, pour ensuite annoncer cette nouvelle à nos familles. Je suis retournée vivre chez mes parents et ma mère m'en voulait profondément. Cependant, je lui ai expliqué que même si j'aimais Cédric, je ne pouvais pas le forcer à m'aimer en retour. Je me suis rendue chez ma tante à maintes reprises, cherchant désespérément des conseils pour me guider dans cette nouvelle vie de divorcée. Elle m'a réconfortée en me disant de suivre mes propres désirs, de rester fidèle à moi-même. Elle m'a encouragée à ne pas chercher à ressembler aux autres femmes, mais à vivre ma vie selon mes propres convictions. J'ai pris cette sage guidance à cœur et entrepris de trouver un travail dans une autre ville, décidant de vivre en solitaire. Poursuivant les enseignements de ma tante, j'ai progressivement commencé à m'autoriser des plaisirs. Je redéfinis mon apparence en suivant mes envies, en expérimentant diverses coiffures. J'ai tissé de nouvelles amitiés, osé de nouvelles expériences que je n'aurais jamais envisagées auparavant. Enfin, je me sentais en phase avec moi-même, comblée par la vie que je menais. Lors d'une visite chez mes parents, ma mère a noté avec admiration que je semble encore plus belle et rayonnante qu'auparavant. Je lui ai alors révélé que ma transformation était le fruit des précieux conseils de ma tante, celle qui m'avait ouvert les yeux sur ma véritable identité et m'avait permis de la redécouvrir. Un jour, une amie m'a tendu une invitation à un voyage en Espagne, à Valence. Sa tante, d'origine espagnole, possédait un petit appartement là-bas, et elle était disposée à nous le prêter pour 2 semaines. Avec mon amie Andrea, nous avons atterri à Valence sous un soleil radieux. Au cours de la première semaine, nous avons arpenté la ville, visité l'aquarium et profité de la plage. La deuxième semaine, le lundi soir, alors que je rentrais de quelques courses vers 21h, j'ai été attirée par des éclats de voix. Et à mesure que je m'approchais de l'appartement, j'ai aperçu un couple en pleine dispute, échangeant des paroles en français. Soudain, la femme portait un coup de couteau à l'homme, puis l'a violemment poussé avant de se précipiter dans leur appartement, l'arme ensanglantée à la main. L'homme titubait, s'appuyant contre le mur. Il n'y avait personne aux alentours, et prise de panique, j'ai hâté le pas pour rejoindre l'entrée voisine de l'appartement où Andrea m'attendait. Une fois à l'intérieur, le choc de la scène continuait de me hanter. Andrea était occupée dans la salle de bain. Alors que je déposais les courses, j'ai pris conscience que j'étais le témoin de cette effroyable scène et que, en tant qu'infirmière, il me fallait peut-être porter secours à cet homme. J'ai alors pris la décision de sortir de nouveau et de m'approcher de l'endroit où je l'avais aperçu, mais il avait disparu. Toutefois, j'ai entendu des gémissements et j'ai découvert l'homme ensanglanté, assis un peu plus loin, adossé au mur. J'ai demandé comment il se sentait et il m'a murmuré une supplique désespérée pour qu'on l'aide. Ses yeux traduisaient une terreur profonde et il m'a imploré de le sortir rapidement de là avant que sa copine le retrouve et ne le tue. Alors, effrayée à l'idée que cette femme nous découvre, je l'ai aidé à se relever pour le conduire jusqu'à notre appartement. Andrea, surprise de me voir revenir avec cet homme, m'a interrogé sur la situation. J'ai demandé son aide pour l'installer sur notre canapé. L'homme semble blessé à l'épaule et j'ai examiné la plaie qui s'est avérée être assez profonde. Andrea a commencé à composer le numéro de secours, mais l'homme nous a supplié de ne pas le faire. Devant son insistance, Andrea a finalement raccroché. L'homme nous a assuré qu'il pouvait endurer la douleur et qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital.
Pourtant, je lui ai fait remarquer qu'il perdait beaucoup de sang et qu'il fallait suturer sa plaie. Face à son refus catégorique de se rendre à l'hôpital, j'ai demandé à Andrea de m'apporter tout le nécessaire dans notre armoire à pharmacie pour que je puisse le soigner. J'ai passé la soirée à le soigner du mieux que je pouvais, réalisant des points de suture avec les moyens du bord. L'homme a enduré la douleur sans un mot de plainte. Il nous a appris plus tard qu'il s'appelait Laurent et qu'il était également français. Il était venu en vacances avec sa petite amie, Kelly. Il nous a raconté qu'ils étaient sortis boire avec des amis dans un bar, mais que Kelly avait beaucoup trop bu. Il avait décidé de la ramener à l'appartement pour éviter qu'elle ne s'enivre davantage. Cependant, une fois arrivée chez eux, elle n'était pas satisfaite car elle voulait continuer à faire la fête. C'est alors qu'elle avait commencé à l'insulter, déclenchant ainsi une dispute entre eux. Elle avait saisi un couteau pour le menacer et le forcer à quitter l'appartement. Elle avait poussé dehors pendant qu'il tentait de la raisonner, et dans un geste désespéré, elle avait poignardé. Heureusement, il avait réussi à se protéger, limitant la blessure à son épaule. Il nous a confié que cette dispute violente n'était malheureusement pas la première qu'ils avaient eue, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait capable de le poignarder un jour. Il avait envisagé de mettre un terme à leur relation à cause de sa violence, mais Kelly l'avait supplié de lui accorder une autre chance. C'est pourquoi ils avaient décidé de partir en vacances ensemble, dans l'espoir de redonner une chance à leur relation. Les émotions de Laurent étaient palpables alors qu'il partageait cette histoire avec nous, mêlant chagrin, colère et désespoir. Le lendemain, je suis allée lui chercher des médicaments contre la douleur. Laurent est resté chez nous pendant 3 jours, s'excusant de perturber nos vacances. Laurent, bel homme de 32 ans, au sourire envoûtant, était difficile à résister. Ses charmes avaient totalement séduit Andrea, bien que je lui rappelle qu'il avait déjà une petite amie. Lorsque Laurent est finalement retourné dans son appartement, sa copine s'était excusée et avait cherché son pardon. Andrea et moi avons passé les derniers jours à acheter quelques souvenirs avant de rentrer en France. 3 mois après mon retour d'Espagne, un matin, alors que je débutais mon service à l'hôpital, j'ai eu la surprise de croiser Laurent. Il était là pour accompagner son père qui devait subir une opération. Durant ma pause, il m'a proposé de déjeuner avec lui. C'est à ce moment-là qu'il m'a confié qu'il avait finalement rompu avec sa copine. Il était revenu vivre chez ses parents, à 2 heures d'ici, en attendant de trouver un nouvel emploi et un nouveau logement. Avant de partir, il m'a demandé mon numéro au cas où il repasserait dans les environs. Depuis qu'il avait mon numéro, Laurent avait commencé à m'appeler pour discuter. Au fil de nos conversations, j'ai découvert qu'il était un homme plein d'humour. Nos rires partagés par téléphone parvenaient à effacer les tensions de mes journées. Un jour, lors d'un de nos appels, il m'a annoncé avec enthousiasme qu'il avait décroché un emploi dans ma ville et qu'il avait déjà trouvé un logement. J'étais sincèrement ravie pour lui, sachant qu'il avait connu un mois difficile sans travail. Lorsqu'il a emménagé dans son nouvel appartement, il m'a invité à dîner pour célébrer ce nouveau chapitre de sa vie. Les émotions de joie et de complicité nous unissaient de plus en plus. Lors de ce repas, Laurent a pris une profonde inspiration avant de me demander de devenir sa petite amie. Il m'a avoué que mon charme l'avait captivé dès notre rencontre en Espagne et qu'il était revenu à notre appartement quelques jours plus tard, une fois sa relation avec Kelly terminée. Cependant, à ce moment-là, j'étais déjà partie. Il ne pensait pas avoir une autre opportunité de me revoir, mais le destin a joué en notre faveur en nous faisant nous recroiser à l'hôpital. C'est alors qu'il a décidé de saisir sa chance. Face à sa demande, mon cœur était partagé. Laurent me plaisait énormément, mais j'étais devenue habituée à vivre seule et cette vie me convenait. L'idée de me remettre en couple m'effrayait beaucoup. Mes émotions étaient en ébullition et je me sentais perdue. Hésitante, je lui ai demandé de me laisser le temps de réfléchir avant de lui répondre. Au fil des jours, Laurent était devenu une présence constante dans ma vie. Il venait souvent me chercher à l'hôpital et nous partagions des repas et des moments complices ensemble. Malgré les battements de mon cœur qui s'intensifiaient en sa présence, je restais toujours hésitante. Un jour, pendant l'une de nos balades, Laurent a abordé le sujet si j'étais enfin prête à me mettre en couple avec lui. J'ai alors choisi de lui confier mes peurs et mes doutes, lui racontant ma vie passée avec Cédric, mon ex-mari. À ce moment-là, Laurent m'a regardée avec une douce tendresse dans les yeux et m'a dit « Mélissa, je ne peux pas contrôler les sentiments de mon cœur. Et il est déjà épris de toi. Je ne pourrai jamais envisager de te quitter un jour. Ton ex-mari ne t'aimait pas. Il ne pouvait pas forcer son cœur à t'aimer. Mais moi, je n'ai pas besoin de me forcer, car mon cœur t'appartient déjà. » Les larmes brouillant ma vue, j'ai alors accepté sa demande, et notre amour naissant s'est scellé par un doux baiser.
marquant ainsi le début d'une nouvelle étape de notre vie à deux. Quelques mois plus tard, Laurent a fait sa demande en mariage, me proposant de construire notre avenir ensemble. J'ai accepté avec enthousiasme, car il était devenu évident que Laurent était l'homme de ma vie. Après notre mariage, alors que nous nous rendions à un forum à Paris, le destin a décidé de nous jouer un tour. J'ai croisé Cédric, que je n'avais pas revu depuis notre divorce. Je l'ai présenté à Laurent, mon mari. Cédric a semblé heureux pour moi, nous félicitant chaleureusement. Puis, il a appelé sa petite amie pour nous la présenter. Nos cœurs se sont figés lorsque nous avons réalisé que sa petite amie n'était autre que Kelly. Un silence embarrassé s'est installé, et elle nous a scrutés de la tête aux pieds avant de prendre Cédric par le bras pour l'entraîner ailleurs. Laurent et moi, nous nous sommes échangés des regards perplexes. Je lui ai confié que je ne m'attendais pas à ce que Cédric sorte avec son ex-petite amie Kelly. J'ai évoqué le fait que si Cédric connaissait bien Kelly, il courait le risque de subir des violences de sa part, comme elle l'avait fait avec lui. Laurent m'a alors suggéré que peut-être Kelly ne lui ferait pas de mal, si Cédric était réellement l'homme qu'elle aimait. En revanche, elle ne l'aimait sûrement pas sincèrement, d'où sa violence envers lui. Aujourd'hui, Laurent et moi sommes les parents comblés de 2 enfants. Notre amour a continué de grandir au fil des années, illuminant nos vies de bonheur et d'harmonie. Cette expérience a renforcé notre détermination à vivre une vie empreinte d'authenticité et de vérité. Elle nous a montré que le véritable amour, celui qui transcende les épreuves, est une source infinie de bonheur et de croissance. Je remercie encore ma tante qui m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de l'amour. Grâce à elle, j'ai compris que l'amour ne pouvait pas être forcé et que chaque individu est destiné à rencontrer son âme sœur, quelqu'un qui nous aimera inconditionnellement pour ce que nous sommes réellement. Cette histoire tumultueuse m'a enseigné que parfois, il faut avoir le courage de laisser partir ce qui ne nous convient pas pour faire place à quelque chose de meilleur, à une relation sincère et authentique.